Nous quittons le domaine des étoiles pour aborder celui des planètes, et plus particulièrement les planètes de notre système solaire. Nous allons commencer par définir le système solaire. Le système solaire est défini comme l'ensemble des corps qui sont soumis au champ de gravitation du Soleil. Comme nous l'avons vu, le Soleil est une étoile, c'est-à-dire une sphère de gaz, essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium, au sein de laquelle opèrent des réactions thermonucléaires et qui donc produit de l'énergie sous forme de lumière. Vu sa masse, qui, rappelons-le, est de 300 000 fois la masse de la Terre, le Soleil est le corps dominant du système solaire du point de vue gravitationnel. Quelques chiffres pour notre étoile. Elle est composée d'à peu près 3/4 d'hydrogène et 1/4 d'hélium, les éléments les plus légers. Les autres gaz les plus lourds représentent moins de 2% de sa composition en surface. Notre étoile est située à quelques 150 millions de kilomètres de nous. Ses dimensions sont impressionnantes. Comparé à la Terre, son rayon est 109 fois le rayon de la Terre. On peut essayer de mieux appréhender ces différences de taille en faisant un petit exercice de facteur d'échelle. On ramène la taille du Soleil à celle d'un énorme ballon de 1 mètre de rayon, c'est-à-dire 2 mètres de diamètre. Dans ce cas, la Terre est une sphère de 18,2 mm, c'est-à-dire un peu moins de 2 cm. Quant à Jupiter, planète la plus grosse de notre système solaire, sa taille n'est que de 20,6 cm, c'est-à-dire à peine plus qu'un double décimètre. Avec de telles masses, les étoiles produisent donc naturellement une énergie considérable grâce aux réactions thermonucléaires qui se déroulent dans leur cœur. C'est cette production d'énergie qui les distingue des planètes qui, elles, n'en produisent pas. Les planètes ont en effet une énergie propre qui est très très faible et quasi négligeable, même pour les plus grosses comme Jupiter. Cette énergie propre est principalement de deux types. D'une part, la radioactivité naturelle des roches, comme sur la Terre, et d'autre part, la contraction des régions internes qui accompagnent le lent refroidissement des planètes. Ce refroidissement permet d'évacuer l'énergie initiale due à l'accrétion et à la différenciation de la planète. À l'heure actuelle, pour les planètes du système solaire qui sont très vieilles, cette énergie interne est très faible, et en fait, si nous voyons les planètes, c'est avant tout parce qu'elles réfléchissent la lumière du Soleil. Outre notre étoile, notre système solaire comprend donc 8 planètes qui sont par distance croissante au Soleil: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On a coutume de les séparer en deux grandes familles, les planètes rocheuses comme la Terre, et donc appelées aussi planètes telluriques. Cette famille regroupe Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont des corps solides avec une surface qui délimite la frontière entre l'intérieur et l'atmosphère éventuelle. Et puis 4 planètes géantes ou gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il s'agit de corps profondément différents de la Terre dans lesquels gaz et glace dominent. Pour ces objets, la vision que nous, habitants de la Terre, avons d'une planète ne s'applique plus. Notez que dans notre système solaire, les planètes telluriques sont celles qui sont les plus proches du Soleil. Les planètes peuvent avoir des satellites, c'est-à-dire des corps qui se trouvent soumis à leur influence gravitationnelle et tournent autour d'elles comme la Lune, notre satellite naturel, tourne autour de la Terre. Dans le système solaire, on en dénombre plus de 50. On les trouve principalement autour des planètes géantes qui possèdent chacune des cortèges de satellites qui forment en quelque sorte des systèmes solaires miniatures. Outre les planètes et les satellites, le système solaire contient également une multitude de corps de dimensions plus modestes qui forment différentes familles. La famille des astéroïdes, comme l'astéroïde Gaspra, dont on voit ici une photo. Les astéroïdes sont des corps de forme irrégulière, souvent très sombres, constitués essentiellement de silicates et de métaux, comme les planètes telluriques, ce qui rend d'ailleurs leur observation difficile. Les plus petits ne mesurent que quelques kilomètres, mais certains ont des dimensions plus conséquentes comme Cérès, dont le diamètre est de 950 km. Dans ce cas, la gravité du corps est plus forte et l'astéroïde a donc une forme sphérique. Cette image composite de photos de Mars, Mercure, la Lune, avec les gros astéroïdes que sont Cérès et Vesta, permet de mieux comprendre les différences de taille. On peut poursuivre la comparaison des tailles par cette autre image composite de photos d'astéroïdes plus petits cette fois-ci. Par exemple, l'astéroïde 2867 Shines, que la sonde Rosetta a survolé, mesure près de 5 km dans sa plus grande dimension. Il n'est pas sphérique, mais a une forme qui rappelle celle du diamant.
Comme l'illustre ce schéma du système solaire interne, la majorité des astéroïdes se trouvent dans une région comprise entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter, c'est-à-dire à des distances comprises entre 2,2 et 3,4 unités astronomiques, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. C'est ce que l'on appelle la ceinture principale. Mais on trouve aussi certains astéroïdes sur des orbites très elliptiques qui peut les conduire à s'approcher très près de la Terre. C'est la classe des astéroïdes appelée Apollo-Amor, aussi appelée géocroiseurs. On notera une famille d'astéroïdes très particuliers qui sont les astéroïdes troyens. Ceux-ci partagent l'orbite de Jupiter. Ils sont situés à 2 points bien précis de l'orbite de la planète. Ils occupent effectivement des positions qui sont gravitationnellement stables par rapport à la planète, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de collision entre un de ces astéroïdes troyens et Jupiter. Dans la famille des petits corps, on trouve également les comètes. Nous les connaissons par le spectacle unique qu'elles offrent occasionnellement lorsqu'elles apparaissent dans notre ciel. Les comètes sont des petits corps irréguliers de quelques kilomètres, composés pour 3/4 de glace, principalement de la glace d'eau, et pour le reste de poussière riche en carbone. Avec des orbites très excentriques, ces objets passent le plus clair de leur temps dans des régions éloignées du Soleil, au-delà des orbites de Neptune et de Pluton. On pense qu'il s'agit de vestiges du système solaire primitif qui n'ont quasiment pas subi de transformation depuis leur formation. C'est lorsqu'une comète s'approche du Soleil qu'elle devient visible. Chauffée par le rayonnement solaire, la glace à la surface de son noyau se vaporise et entraîne avec elle les particules de poussière, formant ainsi une enveloppe diffuse de gaz et de poussière appelée la chevelure de la comète ou la coma. La taille de la coma peut atteindre jusqu'à 100 000 km. Elle cache complètement le noyau cométaire. Lorsque la comète continue de se rapprocher du Soleil, le vent solaire et la pression de radiation étirent encore cette chevelure et lui donnent une forme allongée. C'est la queue de la comète qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres, voire parfois une unité astronomique. En fait, bien souvent, on observe 2 queues. L'une, courbée, est formée des poussières de tailles diverses qui sont éjectées dans la chevelure et qui suivent le mouvement de la comète. La seconde, qui pointe dans la direction opposée au Soleil, est formée de gaz, ions et molécules qui sont balayés par le vent solaire. Le maximum d'intensité se produit lorsque la comète passe au périhélie ou peu après. Ensuite, au fur et à mesure que la comète s'éloigne du Soleil, le dégazage diminue et elle redevient inactive et donc inobservable. La sonde Rosetta, qui s'est approchée de la comète 67P alors qu'elle était loin du Soleil et inactive, a permis pour la première fois l'observation directe du noyau d'une comète. Elle a montré un noyau bifide, riche en eau, certainement formé par collision, avec des terrains de nature très différente, comme vous pouvez le voir sur cette photo. C'est donc un corps bien différent d'une simple boule de glace et d'eau. On classe les comètes en 2 grandes catégories. D'une part, les comètes à courte période, inférieures à 200 ans, comme par exemple la comète de Halley. Leur trajectoire se trouve dans le plan de l'écliptique comme celle des planètes. Et d'autre part, les comètes à longue période de plus de 200 ans. Entrent dans cette catégorie en particulier celles qui n'ont été observées qu'une seule fois et dont on estime la période à plusieurs millions d'années. Leurs orbites sont distribuées aléatoirement dans le ciel, sans direction particulière. Au passage, notez sur la photo de droite les 2 queues de la comète, celle courbée, formée de poussière, et la seconde qui paraît ici plus ténue, formée de gaz. Enfin, dans la famille des petits corps, on trouve les météorites, terme sous lequel on désigne des objets de type caillou en provenance de l'espace et qui atteignent la Terre. En fait, on utilise bien souvent de façon abusive le terme de météorite. Formellement, une météorite est en fait le corps qui a survécu à la traversée de l'atmosphère. Il y a en effet toute une nomenclature. Le météore est le phénomène lumineux qui est observé dans le ciel comme sur cette photo. Le météoroïde est l'objet qui provoque ce phénomène, et les météorites, les débris qui parviennent au sol. Lorsqu'un météoroïde tombe sur la Terre, la traversée de l'atmosphère dépend de la taille du corps. Les plus petits sont totalement détruits, ceux de taille intermédiaire, typiquement quelques centimètres, sont simplement ralentis et perdent une partie de leur masse. Les plus gros peuvent se fragmenter, mais peuvent atteindre le sol avec une vitesse supersonique et former un cratère d'impact. Les météorites sont connus depuis l'Antiquité. Leur origine extraterrestre n'a en fait été reconnue par le monde savant qu'en 1803, grâce aux travaux de Jean-Baptiste Biot. Il faut bien avoir à l'esprit que les météorites ont été la seule source de matière extraterrestre jusqu'aux missions Apollo.
On peut remarquer qu'en fait, on estime que la Terre baigne dans un flux de poussière et de météorites dont le taux de chute est estimé à quelques dizaines de tonnes par jour. Dans la partie externe du système solaire, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Neptune, on trouve une famille de corps assez particuliers, difficiles à observer vu leur distance au Soleil. Le meilleur exemple en est Pluton. Découverte en 1930 par Clyde Tombaugh, Pluton a longtemps été considéré comme la dernière planète du système solaire. Outre son satellite principal, Charon, on a en fait découvert que Pluton possède un système de 5 satellites. Ceci, joint au fait que la région du système solaire où se trouve Pluton est en fait plus peuplée que ce que l'on pensait avec les objets de Kuiper, eh bien, cela a conduit à déclasser Pluton de son statut de planète. La nouvelle définition des planètes, selon l'Union internationale des astronomes, prend donc en compte 3 critères. Pour être une planète, un objet doit, d'une part, être en orbite autour du Soleil, avoir une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique et donc avoir une forme sphérique, et puis surtout avoir nettoyé le voisinage de son orbite. C'est sur ce 3e point que Pluton a été disqualifié de son statut de planète du fait de la présence de corps nombreux dans la ceinture dite de Kuiper. On ne sait pas précisément combien d'objets se trouvent dans cette région du système solaire, mais on estime qu'elle contiendrait plusieurs dizaines de milliers de corps de plus de 100 km de diamètre et encore bien plus de corps plus petits. La famille porte souvent le nom générique d'objets de Kuiper. Certains de ces corps ont une taille quasi identique à celle de Pluton, comme on le voit sur cette vue d'artiste. Et c'est ce qui justifie le terme de planète naine. Attention, si les photos de la Terre, la Lune et Pluton sont des images réelles sur cette diapositive, pour les 2 autres planètes naines, il s'agit en fait d'une vue d'artiste. Nous n'avons en général qu'une mesure au mieux une mesure du rayon de ces corps. Pour terminer, résumons donc la façon dont le système solaire se présente. Un corps central, le Soleil, 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, puis, principalement entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter, une première famille de petits corps, la ceinture d'astéroïdes, avec ses différentes classes. On a ensuite nos 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, avec ensuite la ceinture de Kuiper formée des objets de Kuiper et des planètes naines. Elle se présente sous forme d'un anneau dont le bord interne se trouve au niveau de l'orbite de Neptune, à quelques 30 unités astronomiques du Soleil, et dont le bord externe est relativement mal délimité, mais pourrait être à plus de 100 unités astronomiques. Enfin, aux confins du système solaire, se trouverait le nuage de Oort. Ce nuage hypothétique, dont l'existence a été proposée par Jan Oort, constituerait un vaste ensemble sphérique de corps situés à environ 50 000 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire à peu près 0,8 années-lumière, et donc bien au-delà de l'orbite des planètes et de la ceinture de Kuiper. La limite externe du nuage de Oort formerait la frontière du système solaire. Elle se situerait à plus d'1 millier de fois la distance séparant le Soleil et Pluton, soit environ 1 année-lumière et le quart de la distance approximale du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. C'est la région de l'espace d'où proviendraient les comètes. Afin d'un peu mieux nous représenter les dimensions du système solaire, nous pouvons imaginer que nous sommes capables de nous déplacer à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire plus de 4000 fois plus vite que la sonde planétaire la plus rapide. À cette vitesse, la lumière qui nous parvient en ce moment a quitté le Soleil il y a un peu plus de 8 minutes. Elle mettra 1h20 pour atteindre Saturne et près de 5h30 pour atteindre Pluton. À cette vitesse, il faudrait 4,3 années, soit 4 ans et 4 mois, pour atteindre l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.